Bonjour, un exercice qui sort un petit peu des clous par rapport à ce qu'on fait habituellement. Cette fois, on va s'intéresser à une partie spécifique de l'électricité, ou pour être plus précis, de l'électrotechnique qui concerne la puissance en alternatif. Et dans le cadre du cours, vous avez un petit chapitre qui traite de cela. Donc là, je me suis dit que c'était intéressant de faire un exercice d'application sur ce type de thématique. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est on dispose d'un petit schéma assez simplifié, unifilaire, d'une installation d'une petite boulangerie industrielle où on a des dipôles, enfin des appareils qui consomment beaucoup d'énergie. Ici, on retrouve un compteur d'énergie et le but du jeu, c'est de calculer le coût, alors que ce soit aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau du coût économique de cette installation et de pousser même un peu plus loin en essayant de vérifier si le propriétaire de cette boulangerie industrielle ne va pas aussi payer des pénalités. Alors, tout cet aspect-là a déjà été un petit peu traité dans le cours. Je ferai quelques petits rappels à certains moments parce que c'est sûr que c'est des petites choses qui ont été abordées rapidement, mais dans le cours, vous avez déjà assez d'indices et d'informations pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Alors, juste un petit rappel, dans le cours, il a été vu, je vais le noter quand même, qu'il y a trois puissances sur lesquelles on s'appuie pour faire nos calculs, hein, P, Q et S, hein, P puissance active, Q puissance réactive, S puissance apparente. Moi là je ne vais pas redévelopper d'où ça vient, à quoi cela correspond exactement. Par contre ce dont je vais parler c'est les relations qu'il y a entre les différentes puissances que l'on retrouve d'un point de vue mathématique entre elles. Voilà. Parce que c'est avec ces relations qu'on va pouvoir calculer les puissances de manière générale dans l'installation. Alors, première chose, on va faire une petite description du schéma qu'on a devant nous. Alors quand je disais schéma unifilaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas représenté l'installation dans sa globalité. Le nombre de fils ici ne correspond pas à un fil, bien entendu. Il peut y en avoir 2, 3, 4, voire plus parfois. Mais ici, typiquement, c'est une installation. Alors on nous donne une indication quand même. On nous dit que cette installation est en monophasé BTA. BTA, c'est un domaine de tension qui est inférieur à 1000 volts, je crois, de mémoire. Et ici, on est en monophasé, donc en alternatif. Donc ici, vous êtes en 230 volts. Autrement dit, ici, vous avez une distribution phase neutre. Il y a deux conducteurs, en gros, qui permettent d'alimenter ces différents appareils. Et on a donc un compteur d'énergie qui est ici en tête d'installation et qui va mesurer la consommation réelle de tous ces appareils-là. Et l'installation électrique, elle appartient au propriétaire de la boulangerie à partir de cette frontière. C'est-à-dire que c'est à partir d'ici qu'il a le droit, en gros, en quelque sorte, de mettre les mains dans son installation. Le compteur d'énergie appartient au fournisseur d'énergie, donc on n'a pas le droit d'y toucher. Et seulement lui peut mesurer ce type de choses. Donc ça fait partie du domaine euh, qui appartient au propriétaire de la boulangerie industrielle. Donc ça, c'est juste un petit point. Ensuite, on a donc trois appareils qui sont montés en dérivation. Chacun d'entre eux consomme indépendamment les uns des autres de l'énergie en fonction de leur utilisation. On nous dit qu'on a donc un four ici qui est purement résistif et qui consomme ici un courant IF qui serait de 20 ampères. Alors attention, les notations que vous avez là, c'est des valeurs efficaces. Alors en électrotechnique, par opposition avec l'électronique, on traite d'un point de vue énergie tout ce qui est en relation avec l'électricité. Et en alternatif, l'élément mathématique, parce que c'est vraiment une grandeur mathématique en réalité, la valeur efficace, traduit réellement l'apport énergétique sur un appareil, ou sa consommation en tout cas. Donc ça, c'est une valeur efficace. Et on a d'autres indications. On a ici donc un moteur monophasé au niveau de la ventilation qui consomme 12 kW. Donc là, typiquement, alors côté électrique toujours, 12 kW de consommation. Et on nous dit qu'il a un COSFI de 0,7. Donc ça, c'est grosso modo le déphasage qu'on va retrouver entre V et I, c'est-à-dire la tension d'alimentation du moteur et le courant qu'il absorbe. Alors on va peut-être désigner ici ce courant-là IMA, puisqu'on a le moteur MA. Donc là, je caractérise CR. Donc le phi MA
ici correspond à l'angle de déphasage entre V et IMA. Voilà. On a un autre moteur monophasé cette fois pour le malaxeur. Donc j'imagine que c'est celui qui malaxe la pâte. Et lui, il a une puissance électrique. Alors attention, hein, ça c'est bien des puissances électriques, c'est ce qui est indiqué ici. C'est donc la puissance électrique absorbée. Je vais l'écrire ici. Alors on dit plutôt puissance active d'ailleurs dans le jargon. Hein. Absorbée donc par la machine. 20 kW, donc c'est vu de ce côté-là qu'on voit cette puissance absorbée. Et là, pareil, on doit voir apparaître un courant IMB. Voilà. Et on nous donne une autre indication. On a mesuré une puissance réactive sur ce moteur de 12 kW. Donc voilà, là on a à peu près suffisamment d'informations pour chercher et évaluer la puissance totale consommée au niveau du moteur, au niveau de l'installation complète, c'est-à-dire à ce niveau-là, mesurée donc par le compteur d'énergie. Et ça va être déjà notre premier objectif, donc de calculer les puissances, donc de faire surtout d'abord un premier état des lieux des puissances. À savoir, est-ce qu'on dispose de toutes les puissances nécessaires pour faire le calcul, sous-entendu les P, les Q. Alors S, ici, on n'en aura pas besoin, mais grosso modo, c'est ce qu'on va devoir calculer. Ensuite, on va déterminer donc la puissance totale et la puissance réactive totale que l'on mesurait ici. P total, Q total, dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire quand tout tourne en même temps. Voilà. Et puis ensuite, à partir de là, on va pouvoir calculer le coût de l'installation, donc en utilisant cette fois l'énergie, WT. Alors pour calculer l'énergie, ici on nous donne des indications, on nous dit que la boulangerie fonctionne 8 heures par jour à raison de 200 jours par an, donc on peut calculer le taux horaire annuel. Il nous manquera une donnée, c'est-à-dire le montant du coût du kilowattheure, puisque c'est ça en fait qui va nous permettre de calculer tout ça. Hein. On va se fixer on va du moins utiliser le kilowattheure, le coût du kilowattheure pour déterminer ça, à partir donc de l'énergie totale qu'on va calculer. Puis ensuite, à partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder s'il y a pénalité ou pas. Alors qu'est-ce qu'on entend par pénalité? Tout simplement pour s'assurer que la tangente phi totale, donc on mesurerait ici, hein, soit inférieure ou égale à 0,4. Alors ça, je vous rappelle que ça fait partie des choses qui sont développées dans le poly. Je vous conseille de revoir ça, je vous en reparlerai un petit peu au moment venu pour étayer un petit peu le propos et surtout l'explication. Voilà, et dans ce cas, s'il y a pénalité, on va calculer le coût aussi des pénalités. Voilà un peu le programme. Ça fait pas mal de choses, on va devoir revenir sur pas mal de points. Alors, je vous propose de faire le calcul des puissances, mais aussi on va rechercher les intensités, les facteurs de puissance, pour avoir plus d'informations sur l'état du système, enfin de la distribution d'énergie. Mais avant ça, petit rappel sur la puissance. Alors, si vous avez un dipôle D quelconque, on ne connaît pas la nature, on mesure une tension UV à ces bornes, un courant I qui le traverse. On est en alternatif sinusoïdal, ici en l'occurrence à 50 Hz. La puissance P, dite active ou absorbée, ça vaut V cos phi. Alors le phi du dipôle, d'accord? C'est-à-dire phi V moins phi I. La différence donc on a entre les deux angles à l'origine. Et ça me permet donc de déterminer sa puissance active en watts. On a aussi la puissance réactive Q, qui vaut VI, cette fois sinus phi D, qui s'exprime en volt-ampère réactif. Et puis de ces deux-là, on en déduit S, la puissance apparente, qui vaut P carré plus Q carré. Voilà, comme ceci, c'est-à-dire V fois I, et qui s'exprime en volt-ampère. Donc voilà, ça c'est les trois puissances de base qu'on retrouve.
Souvent, vous retrouverez dans les documentations la référence à ces trois puissances. Si vous faites un petit peu d'études dans ce domaine-là, vous verrez que c'est systématique, on retrouve toujours ces trois grandeurs. Bien. Alors maintenant qu'on sait ça, on va commencer à s'intéresser aux différents dipôles. Le premier dipôle auquel on va s'intéresser, c'est au four. Donc le four est alimenté lui aussi en monophasé. On voit bien que l'installation est en mono ici. Donc là, vous avez deux conducteurs. Enfin, pardon, c'est pas comme ça qu'on les dessine. On a la phase et le neutre qu'on représente avec un petit point comme ceci. Donc entre la phase et le neutre, vous avez 230 volts qui alimentent le four. Et il est vu comme étant purement résistif, c'est-à-dire comme une grosse résistance. On peut donc en déduire, déjà d'une part, que le phi du four, il vaut 0. Il n'y a pas de déphasage, car le four est résistif. Alors, ça veut donc dire que la puissance du four, qui vaut V fois I four fois le cosinus phi four, ça vaut V fois I four. C'est-à-dire donc 20 ampères fois 230, ce qui fait 4600 watts. Voilà. Donc ici, on a une puissance de 4608. Je vais l'écrire en dessous. 4600 watts. Voilà. Que vaut l'énergie réactive du four? Fois sinus phi four. Je mets parenthèse. Alors ça, on sait que ça vaut 0. Donc ça vaut 0. Donc ça vaut 0. Donc il n'y a pas d'énergie réactive dans un four. 0 volt ampère. Bon, ça veut dire aussi que la puissance apparente, c'est égal à la puissance électrique du four. Puisqu'ici, ce terme-là est nul. Donc P égale Q. P égale S, pardon. Donc voilà. Donc on a trouvé pour le four, pour commencer. Alors il n'y a pas besoin de calculer d'autre chose. Ça suffira pour nous. Donc là, je vais effacer tout ça. Et on va faire la suite. Donc le moteur ventilation. M1. Alors un moteur électrique, c'est un dispositif inductif. Donc il y a forcément un déphasage entre le courant et la tension, et on le voit exprimé ici avec ce cos phi là. Le facteur de puissance du moteur, il est de 0,7, donc il y a un déphasage entre le courant et la tension. Alors on nous donne une indication, on a une puissance active du moteur qui fait 12 kW. On sait que PMA c'est égal à V fois IMA fois cosinus phi MA. Donc de ça je peux déduire le courant, puisqu'on connaît ce terme-là, on connaît ça et on connaît ça. Donc ça fait IMA qui serait égal à... Alors est-ce que j'ai fait calcul? Oui, 74,5 ampères efficace. Ah oui, alors tout ça, ce sont des grandeurs efficaces. Je répète, on travaille uniquement en grandeur efficace, ici en électrotechnique. Voilà, et je peux calculer aussi, donc là on l'a calculé, on va le mettre, j'aurais dû mettre les courants là directement, donc là on a 20 ampères, ici on a 74,5 ampères. QMA. Alors QMA, c'est égal, on a dit, à V fois IMA fois sinus phi A. Mais il y a une autre forme d'écriture que je n'ai pas développée ici, mais je pourrais la redémontrer rapidement. Si je fais la division Q sur P, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc VI sinus phi D, que je divise par VI cos phi D. Ça et ça s'élimine, il me reste sinus sur cos, c'est-à-dire la tangente phi D. Donc la relation entre P et Q, c'est Q égale P fois tangente phi D. Et ben on va utiliser cette expression-là, parce que finalement ça nous arrange pas mal pour faire le reste du calcul. Alors il faut que je connaisse la tangente, bien sûr. Donc pour faire la tangente, il faut faire l'arc cos, etc. Donc ça permet de retrouver facilement. À partir de cos phi MA, on peut trouver la tangente phi MA. Et ça fait à peu près, alors si je ne me trompe pas, je crois que ça fait 1. Et de ça, vous pouvez calculer Q, qui vaut donc P, qu'on connaît, 12 kW, fois tangente
QMA. Et donc on obtient finalement 12 kW. Voilà. Donc, pour résumer, ici on a P. Alors, c'est pas facile d'écrire fin. Je vais essayer. PMA qui vaut 12 kW. QMA qui vaut 12 kW. Je vais rajouter la tangente phi MA qui vaut 1. Voilà. Ça, c'est juste des infos complémentaires qui vont permettre éventuellement de faire la suite des calculs. Donc voilà, donc là on a trouvé pour le moteur de la ventilation. Maintenant on va s'intéresser au malaxeur. Alors, le malaxeur, on a les deux puissances. On nous donne directement un PMB qui faut 20 kW et QMB qui fait 12 kW. Alors on peut calculer, tant qu'à faire, on peut calculer aussi la tangente phi. Donc la tangente phi MB, c'est égal à QMB sur PMB, ce qui donne 0,6. Voilà. Et puis on peut aussi rechercher, alors tangente phi 0,6, on peut trouver donc le cosinus phi MB dans la foulée, puisque on a la tangente. Alors est-ce que j'avais calculé? Oui, ça fait 0,85. Et donc on peut calculer ensuite le courant IMB par la puissance active, qui vaut V divisé par cos phi MB, ce qui me donne 102 ampères. Là, il y a du courant là. Voilà. Donc là, on a identifié tous les paramètres utiles pour la suite du calcul, et en particulier pour maintenant déterminer la puissance totale, parce que l'objectif quand même, c'est de trouver ici la puissance totale et le Q total, et d'en déduire, pendant qu'on y est, la tangente phi totale. Alors, pour ça, on va utiliser le théorème de Bouchereau. Théorème qui dit, en gros, que la puissance totale, c'est la somme de toutes les puissances de l'installation, et Qt, pareil, c'est la somme de toutes les puissances de l'installation. C'est quand même facile. Voilà, de 0 à n, de 0 à n, ou de 1 à n, peu importe. Donc ici, en gros, ça veut dire que PT, puissance totale, c'est 4600 watts plus 12 kW plus 20 kW. Donc on va tout mettre en kilowatts direct. 4,6 plus 12 plus 20. Voilà. Ce qui me fait 36,6 kW. Qt, c'est donc pareil, la somme de toutes les puissances. Donc là, rien. 12 plus 12, 24. 24 kW. Voilà. De ça, je peux déduire donc la tangente phi t, qui sera donc de 0,66. Voilà. Donc là, on a fait on a calculé tous les paramètres, enfin tous les éléments de notre installation, toutes les puissances. Et maintenant, on va pouvoir faire le coût, calculer le coût et l'énergie consommée par rapport donc au temps passé ici, le temps d'utilisation de cette installation. Alors, on va calculer maintenant l'énergie consommée. Sur un an. Alors, comment faire pour calculer ça sur un an? Déjà, on rappelle la formule. L'énergie T, c'est la puissance multipliée par le temps.
On sait qu'il y a deux unités, vous avez des watts ou des joules. Watts, ça veut dire que le temps est en heures, et les joules, c'est que le temps est en secondes. Et l'ordre de grandeur est tellement important, il vaut mieux travailler en watts. Donc là, on va calculer notre temps, le temps sur une année d'utilisation de cette installation. On nous dit qu'on a 8 heures par jour pendant 220 jours, donc le temps T, c'est 8 fois 200, c'est-à-dire 1600 heures par an. Et donc la puissance, on la connaît, on a 36,6 kW, donc on peut calculer notre énergie. Ça fait 36,6 kW multiplié par 1600. On trouve 58 560 kWh. Donc, si on veut être un peu plus précis, 58,56 MWh. Alors, le calcul. Comment on calcule après le coût? Alors, j'ai regardé sur Internet au jour d'aujourd'hui, donc en octobre 2022, le prix du kilowattheure, il était de 0,1740 euros. Alors, ça, c'est le prix du kilowattheure. Donc, ça nous donne un coût est égal à l'énergie fois le prix. Et là, ça me donne, alors pareil, j'ai fait le calcul, si je me retourne dans mes papiers, 10 190 euros. Alors attention, attention, ce que j'ai fait là, c'est un peu réducteur. Le prix du kilowattheure que j'ai trouvé, c'est le prix, on va dire, fourni par le fournisseur officiel Enedis, pour être plus précis, donc une filiale d'EDF, qui fournit donc l'énergie, et ça c'est plutôt le prix grand public, on va dire. Je pense que les professionnels n'ont pas tout à fait le même montant, c'est un peu moins cher. Bon, c'est pas grave, l'idée c'est d'avoir comme un ordre de grandeur de ce qui était, de ce que l'on a, et éventuellement de voir combien coûtera la pénalité par rapport au coût de l'énergie s'il y a pénalité. Donc 10 000 euros, plus de 10 000 euros de facture. Alors maintenant, l'idée c'est, est-ce que, d'une manière générale, on va avoir à payer des pénalités en plus? Alors, les pénalités, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les fournisseurs d'énergie imposent un COSFI. Il y a un COSFI, donc un facteur de puissance, alors je vais plutôt écrire comme ça, un facteur de puissance qui est imposé, enfin qui est borné, on va dire, minimal, alors si c'est COSFI, il faut que votre COSFI soit supérieur à 0,93, ou quand on regarde les tangentes, il faut que la tangente phi soit inférieure à 0,4. Ça, c'est une valeur normalisée que nous impose, enfin normalisée, c'est une borne qui est imposée par le fournisseur d'énergie. Alors la raison, elle est simple, c'est parce que, ça c'est pareil, ça a été développé normalement dans le poly, mais je peux rapidement revenir dessus, c'est que dès lors que vous commencez à avoir un COSFI qui se dégrade, vous augmentez de fait le courant pour la même puissance. Si je prends la puissance P, qui vous VI cosinus phi, la puissance, imaginons, soit la même, elle est constante. Mais vous dégradez le COSFI, c'est-à-dire vous réduisez le COSFI. Si on réduit le COSFI, comme la tension ne bouge pas, vu qu'elle est constante, on va forcément augmenter le courant. Pour une même puissance, c'est-à-dire pour avoir une puissance constante. Donc, qu'est-ce que ça impacte, ça? Ça impacte des choses. Votre installation ici, typiquement, elle est dimensionnée. Vous avez des fils ici qui sont posés. Ici, on a un transformateur qui fournit la tension, la basse tension. Tous ces appareils sont traversés par le courant que vous consommez. Et, du moins par l'énergie en tout cas que vous allez consommer. Et ce qu'il va y avoir, c'est que si vous consommez plus de courant pour une même puissance prévue, le constructeur va devoir surdimensionner son matériel, parce que vous n'êtes pas les seuls. On imagine bien que l'installation se prolonge là et va alimenter d'autres installations à côté de chez vous. Donc de fait, si tout le monde a un COSFI dégradé, un facteur de puissance qui est de mauvaise qualité, le fournisseur est obligé de construire, donc de mettre en place des installations qui vont être surdimensionnées pour une puissance qui serait la même si on avait un COSFI qui serait bien meilleur. Voilà, donc c'est assez légitime, c'est pas pour embêter, pour faire des sous sur le dos des gens, c'est vraiment parce que du fait on veut limiter le surdimensionnement, donc il faut absolument maîtriser ce facteur de puissance qui a un impact très très important pour le reste. Bon,
Alors maintenant, vu qu'on sait qu'on ne doit pas dépasser notre tangente phi ici de 0,4, hein, ça c'est, il faut absolument conserver ce mantra et dire on n'a pas le droit d'aller au-dessus. Pareil pour le cos phi, hein, il faut qu'il soit au-dessus de 0,93. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure ou pas? Eh bien, il s'avère justement qu'on ne répond pas à cette condition-là, parce que quand on regarde notre cos phi, notre tangente phi, regardez, elle vaut 0,66. Donc on est bien au-dessus de notre tangente phi, entre guillemets, limitée. Et donc, puisque la tangente phi t, je vais l'écrire ici, la tangente phi t est supérieure à 0,4, de fait, il y a des pénalités. Alors, on peut calculer cette pénalité en termes de coût, en termes d'énergie. Alors pour ça, il y a un site qui permet d'avoir cette information. Alors je vais le retrouver. Voilà, Enedis. Voilà, donc là je vous affiche, ça c'est une brochure d'Enedis, donc un fournisseur, c'est une filiale d'EDF qui fournit de l'énergie. Et là on voit ici, pour les, alors en plus les tarifs dépendent de la consommation de puissance que vous avez dans votre installation. Donc là on est à 36,6 kW, pas kVA mais kW en basse tension. On est clairement au-delà des 36 kVA, hein, ça c'est sûr. Donc ici on sera concerné par cette tarification là. Et je vais aller chercher la page 19. Donc, page 19. Voilà. Et là, on nous dit que pour le coût d'énergie réactive, donc qui est surconsommé, qui s'appelle le hors bandeau, il est de 2,16 kWh. 2,16 euros par kWh. Donc la pénalité se calcule par rapport au kilowatt. 2,16 euros par kWh dépassé, c'est-à-dire au-delà du seuil. Donc on va calculer justement ce montant. Je vais revenir sur mon tableau. Voilà. On va revenir sur ce montant. Donc là, je viens de l'écrire à l'instant en bas. Là. Ça, c'est ce qui va nous permettre de calculer le montant de la pénalité. Alors c'est beaucoup, hein. 2,16 euros, c'est énorme. Là, on était à 0,1740, donc 17 centimes d'euros le kilowattheure pour calculer. Donc, vous avez vu, on est plus de 10 000 euros. Donc, vous imaginez là 2,16 que ça va représenter en ordre de grandeur. Alors, pour pouvoir déterminer ça, en fait, ce qu'il faudrait, c'est calculer déjà quelle serait la puissance réactive qu'on a le droit, puisqu'on voit bien que c'est un problème de puissance réactive. Donc, si je veux calculer la puissance réactive, entre guillemets, autorisée, que je vais appeler Q' dans mon installation, eh ben, c'est typiquement la puissance PT fois 0,4, c'est-à-dire la norme qui est imposée. Et ça va me donner donc la puissance réactive que je dois consommer normalement pour ne pas avoir de dépassement. D'accord? Donc ça, c'est typiquement la puissance réactive à ne pas dépasser. Ça fait combien? Alors, on va faire le calcul. Alors, si je fais le calcul, ça me fait... attendez. « 36,6 fois 0,4, ça me fait 14 640. Donc je n'ai pas le droit de dépasser 14 640 var, 14,64 kVar. Ça c'est ma puissance normalisée. Et moi en réalité j'ai un QT qui est de 24 kVar. Donc on a vraiment un problème. Et donc ce qu'on dépasse, hein, ce que je vais appeler le Q pénalité, donc les pénalités, c'est la différence entre ce que j'ai et ce que je devrais avoir, c'est-à-dire QT moins QT'. Et ça me donne 9516 var. Donc maintenant, de ça, qu'est-ce que j'en déduis? Je calcule l'énergie. Alors, c'est difficile à calculer. Je ne sais pas comment je peux calculer, mettre ça en heures. Je vais calculer donc la pénalité directement. Ce serait donc QP fois le temps,
c'est-à-dire fois 1600, fois le coût. C'est-à-dire le prix de la pénalité. Le coût pénalité qui est ici. Je vais l'appeler comme ça. Et donc on arrive à 33 000 euros. 33 000 euros de pénalité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une consommation qui est facturée normalement, puisque vous avez consommé cette énergie, de 10 000 euros, et on va vous rajouter 33 000 euros de pénalité. C'est complètement hallucinant en termes de tarifs. C'est vraiment très 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 élevé. Et donc, il va falloir corriger ça parce qu'on peut pas, je pense qu'une installation ou un professionnel peut difficilement pouvoir continuer à travailler si on lui demande de payer ça en plus, quoi. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir comment faire pour corriger le tir et essayer de réduire au maximum ce problème pour éliminer complètement nos pénalités. Donc je viens de reposer toutes les grandeurs qu'on vient de calculer, Qt', la puissance réactive qu'on devrait avoir pour la tangente phi 0,4, enfin le cos phi limite, quoi. QP, la puissance réactive facturée de pénalité donc de 9500 kW, de 9,5 kW. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur ce schéma? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait ici une puissance qui vient du réseau, qui traverse notre compteur d'énergie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les puissances transitent, l'énergie transite ici, puis il va alimenter les appareils. D'accord? Actuellement, ce qu'on a ici, c'est Qt et Pt, la puissance totale. Bon, ça, c'est ce qu'on a actuellement. L'idée, c'est, puisque ce qui va traverser ici va être complètement facturé, y compris Qp, il faudrait qu'on facture non pas Qt, mais Qt'. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ici, on ait Qt' qui traverse le compteur, et que à ce niveau-là, façon, on aura de toute façon Qt. On ne peut pas y échapper. Les appareils ont besoin d'énergie réactive pour fonctionner. Donc je ne peux pas faire autrement que d'avoir Qt à ce stade-là. Je vais peut-être même changer de couleur, histoire qu'on montre bien qu'il y a deux valeurs qui changent. Donc avant le compteur d'énergie, et ce qui traverse le compteur d'énergie, ça doit correspondre à Qt', si je ne veux pas payer de facture. Par contre, ensuite, l'alimentation des appareils derrière ne peut pas être modifiée. Les appareils ont besoin de puissance réactive pour fonctionner, ils ont besoin de déphasage, les moteurs c'est indispensable, et de fait, s'ils ont besoin de déphasage, il y aura forcément toujours la même puissance Qt qui sera consommée, ce sont les appareils qui consomment l'énergie qui nous la demandent. Donc il va falloir placer entre, on va dire ce point-là et la sortie du compteur, quelque chose, ici, qui va fournir ce qui manque. Parce que si ici, à ce stade-là, j'ai encore Qt', il faut donc que je rajoute dans l'installation et qui aille dans ce sens-là, il faut que je rajoute ici ce qui manque, à savoir Qp. Voilà, en gros, le bloc qui est ici va fournir ce qui manque par rapport à Qt', donc pour fournir Qt, afin que les appareils continuent à fonctionner normalement. Qp qui est ici, on l'a calculé. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre ici. Alors, cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la compensation d'énergie réactive. De puissance réactive, je vais plutôt dire. Compenser, c'est-à-dire rajouter, par rapport à ce qui sera mesuré ici. Alors là, on n'aura pas de pénalité si on a bien une tangente phi. Ici, on espère avoir une tangente phi inférieure à 0,4. C'est un peu l'idée quand même. Mais derrière, ici, on aura toujours plus de 0,4. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Parce que nos appareils, ce sont eux qui consomment. On n'a pas de maîtrise sur la façon dont ils consomment. Donc, on va faire de la compensation d'énergie réactive en ajoutant quoi? Eh bien, en ajoutant des condensateurs. Ce sont les condensateurs qui permettent de fournir le réactif qui nous manque. Donc là, vous imaginez, vous avez des condos. Alors, l'énergie réactive d'un condensateur, quand on n'en prend qu'un, je vais peut-être le mettre dans une autre couleur, c'est un rappel. Le QC d'un condo, c'est moins U carré C facteur d'oméga. Alors U carré ou V carré, pour que ce soit à peu près correspondant à ce qu'on a ici, nous en tension, je vais l'écrire comme ça.
QC et le moins ici indique bien que notre condensateur va nous fournir le réactif nécessaire pour compenser ce qui ne sera plus fourni par le réseau. Et bien on la connaît, c'est tout simplement ici en l'occurrence QP pour nous. QP. Donc la compensation se fera par QP. Et elle vaudrait donc moins V carré C oméga. Alors ça permettrait de calculer éventuellement si c'était nécessaire. Les constructeurs vous fournissent directement la valeur de la puissance réactive à fournir. Il n'est pas nécessaire de calculer les condos. C'est pas une obligation. On peut le calculer pour la forme, mais ça n'a pas d'intérêt pour l'exercice en tout cas. Alors il y a une autre relation qui permet de calculer QP directement. Alors on sait que Qt c'est P fois tangente phi t. Et Qt', ce serait la puissance que l'on aurait pour une tangente phi de 0,4. Donc on peut calculer QP directement en posant ceci. Voilà. Et ça c'est beaucoup plus direct pour le calcul qui permettra de calculer QP, QC quoi si vous préférez. Et dans la dent constructeur, vous aurez directement la batterie de condensateur qui permettra de trouver la solution. Voilà, donc c'est pas un exercice qui est simple, mais qui est assez logique quand on peut détailler un petit peu le raisonnement.